Super. Bonsoir tout le monde, ici Jessica Pidou de personaldata.io. Donc, une association qui lutte pour le bon exercice des droits d'accès aux données dans les entreprises, dans toute plateforme comme Uber. Et c'est le cas qu'on va discuter le plus aujourd'hui. Donc, nous, on est une association établie en Suisse, mais avec du travail en Europe, en France, en Belgique et dans d'autres pays. On a aidé des chauffeurs Uber, mais aussi d'autres personnes, à récupérer leurs données personnelles depuis bien longtemps, depuis 2017, surtout avec Paul-Olivier Day, qui est ici avec nous. C'est le fondateur de l'association personaldata.io. Et donc, notre lutte, c'est de récupérer ces données. Qu'est-ce que sont ces données, en fait? Ces données, c'est des informations sur votre travail. C'est des informations précises, à quel moment vous ouvrez l'application, à quel moment vous êtes dans un point précis, dans une localisation spécifique à Paris. Et tout ça est traqué avec des applications qui sont dans votre téléphone portable comme Uber. Donc Uber, c'est beaucoup d'informations sur vous et nous, on vous aide à récupérer ces informations pour faire quelque chose de nouveau avec. Aujourd'hui, la question est comment ça vous sert à comprendre mieux votre travail, le nombre de courses que vous avez fait dans une semaine, dans un mois. Et aussi, ça vous aide à comprendre mieux comment l'application elle fonctionne. Ça veut dire pourquoi, par exemple, Uber vous a donné telle course à tel moment, pas à notre chauffeur, etc. Et ce qui est important pour nous, c'est que c'est une lutte commune avec toute personne. Ça ne concerne pas seulement les chauffeurs Uber, ça nous concerne, moi, Paul Olivier ici, toute personne, parce que on est tous dans le même bain. euh, on utilise tous des applications mobiles. On est en permanence connecté à Internet et notre téléphone portable, en fait, dit beaucoup sur nous. Donc, c'est possible aussi que moi, en tant que cliente Uber, en fait, je paye plus une course qu'une autre personne par différents facteurs que Uber établit de manière arbitraire et de par comment leurs systèmes, leurs algorithmes sont développés. Donc, excusez-moi, j'étais un peu malade. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, c'est l'époque. Et pourquoi on est ici ce soir? En fait, on a commencé à travailler avec la coopérative Maze et Brahim nous a fait l'honneur de nous partager son compte aujourd'hui pour faire un streaming en coordination avec lui pour vous montrer à toute personne, tous les chauffeurs, spécifiquement en France et à Paris, on va beaucoup parler de Paris aujourd'hui, comment, comment en fait, comment on collecte les données, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut faire avec, surtout parce qu'on a fait déjà une action collective le 31 janvier. On s'est rendu à Orly avec Paul-Olivier Day et avec la coopérative Maze pour commencer à soutenir les chauffeurs qui voulaient récupérer leurs données. Et ça avec des méthodes que nous, on a mis en place avec l'association personaldata.io. On collabore avec Estia AI, qui va être maintenant présenté par Paul Olivier, puisqu'on a créé un projet. C'est une plateforme, c'est un outil en ligne qui permet à toute personne d'analyser leurs propres données. L'ambition, c'est que on veut rendre autonome toute personne qui a un compte, qui a des données, qui a récupéré son fichier. Ça ne nous intéresse pas du tout de nous garder l'expertise des données, faire le travail pour tout le monde. C'est vraiment ce transfert des connaissances sur comment analyser les données, comme on l'a déjà fait sur la récupération des données, pour que vous-même, vous décidez quoi faire avec. Vos données vous appartiennent et c'est le moment que vous reprenez contrôle de ça et que vous commencez à voir la valeur que la donnée a pour vous, pour votre travail,
pour aller au prud'homme, mais aussi pour faire de l'innovation. Faire de l'innovation, et ça j'insiste parce qu'on peut aller bien plus loin que le prud'homme. Le prud'homme, c'est un instant spécifique, un processus qui est très très long, comme vous le savez. C'est une lutte importante, mais entre-temps, en attendant, on peut tirer profit de ces données si on se met ensemble, si on fait une action collective. Donc voilà. Euh, je vous laisse vous présenter déjà peut-être Paul-Olivier un petit tour et aussi je voudrais dire qu'on collabore beaucoup avec Anis qui est présent aussi avec nous ce soir puisque notre idée, comme je l'ai dit, c'est que vous deveniez vous des experts. Anis s'est porté déjà euh, volontaire à commencer à apprendre à analyser les données dans l'idée de transférer cette connaissance de chez nous, chez vous, chez les chauffeurs à Paris et même ailleurs dans d'autres villes, puisque plus vous êtes nombreux et unis avec d'autres chauffeurs, avec des chauffeurs d'autres applications, plus on va être fort contre une application comme Uber qui prétend avoir le monopole. Donc voilà, je vous laisse maintenant la parole. À Alors, vous. bonjour à tous. Donc, je m'appelle Paul-Olivier Dehaye. Je suis membre de l'association que Jessica vient de présenter, donc Personal.io, mais je suis aussi directeur d'une entreprise qui s'appelle Estia AI. Je suis basé à Genève. On a beaucoup aidé les chauffeurs sur Genève dans la démarche que Jessica vient de présenter. On a beaucoup appris aussi en discutant avec les chauffeurs. Et le but, en fait, maintenant, c'est un peu de répliquer ça en France en se basant sur les erreurs qu'on a faites, sur ce qu'on a appris, tout ça. Alors, pour un peu modérer le propos de Jessica, peut-être, le but n'est pas que vous soyez tous des experts en données, capables d'analyser leurs propres données, mais c'est surtout que vous soyez, ayez suffisamment de connaissances dans les différents groupes de chauffeurs pour que vous puissiez vraiment considérer que les données sont un outil pour vous plutôt qu'un moyen de vous dominer, en fait. C'est vraiment ça, plutôt qu'un moyen de limiter vos options dans le futur. Je vois qu'il y a des petits problèmes de connexion. Euh, ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment cette idée de vous équiper tous ensemble. Euh, Anis, vu que Jessica a dit ton nom, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonsoir tout le monde, c'est Anis, je suis un chauffeur parisien. Donc, grâce au syndicat INV qui nous ont convoqués, pas convoqués, mais en fait, ils ont parlé qu'on pourra récupérer les données avec une association personnelle data. Du coup, on avait un rendez-vous à Roissy-Charles de Gaulle dans un hôtel où Paul Olivier il nous a montré une méthode efficace, à mon sens, parce que moi, j'ai réussi à obtenir mes données. Il y en a pas mal aussi de collègues aussi avec cette méthode-là. Et puis, j'ai réussi à récupérer mes données, tant mieux. Donc, j'ai travaillé un petit peu avec Paul-Olivier et Jessica pour comprendre l'importance des données pour un chauffeur. Surtout les traduire parce que je pense que Paul-Olivier il vous montrera un peu un des documents que j'ai reçu, c'est un document Excel où c'est un peu de chinois. Ni vous, ni l'avocat, il peut l'interpréter. Donc, il faudra quelqu'un qui maîtrise tout ce qui est IT, tout ce qui est informatique, tout ce qui est donné pour les traduire. Et du coup, grâce à Paul Olivier, je ne vous cache pas que j'ai réussi à avoir plus de visibilité sur mes données, comprendre l'enjeu que mes données cachent pour Uber, pour moi, pour de futures actions prud'hommes, sachant que c'est un outil efficace qui est délivré par Uber, qui vous permettra de bien, je précise là-dessus, à bien enfin, calculer les heures de travail. C'est-à-dire, je parle 2 heures de travail, je parle du temps d'approche, quand votre application elle sonne, quand vous acceptez une course, quand vous mettez, je sais pas, surtout sur les chauffeurs parisiens, ils peuvent comprendre ça. Peut-être pour une course qui coûte 7 euros ou 8 euros, vous pouvez mettre facilement 1 heure dans les heures de pointe. Ça, malheureusement, leur truc, il va vous rajouter 2 heures, mais vous êtes au final perdant
Donc, en fait, cet outil-là, ça va comptabiliser les heures d'approche, les heures quand vous êtes au bout, c'est un heure de travail. Quand vous déposez quelqu'un, je sais pas moi, au fin fond de 78 à Disneyland et vous revenez à votre base, ou vous revenez à Paris, c'est comptabilisé aussi. Ça, on peut le calculer qu'avec les données que Paul Olivier, avec son association et Jessica, qui peuvent traduire et que ça permettra éventuellement pour des collègues s'ils veulent solliciter le prud'homme pour des futures actions. Et ça comptabilise tout et ça sera un outil vraiment un ouais. Ils peuvent pas contester Uber, ils peuvent pas. C'est vraiment c'est un truc que vous demandez après des préjudices, des indemnités, j'en passe. C'est vraiment un truc hyper intéressant. D'ailleurs, je remercie Jessica et Paul Olivier pour mon cas à moi qui m'ont très bien aidé et puis ils m'ont ouvert les yeux sur un peu l'importance des données. Moi, personnellement, au-delà du Uber, maintenant je sollicite même mes données auprès de Bolt, de Hitch, de tout le monde. Je sais c'est un droit, ça je l'ignorais avant. Maintenant, je sais que l'importance des données pour moi, pour me protéger et puis éventuellement pour demander préjudice si je le souhaiterais. Et aussi, même pour l'Olivier, je sors un peu des trucs là. Quand je reçois des mails de Ipsos, j'ai reçu un mail de Ipsos il y a quelques jours là pour une enquête. Du coup, moi, j'ai compris l'importance des données que des plateformes qui transmettent mes données ou les vendent à des enfin, des sociétés, à des organismes. Donc, moi, automatiquement, j'ai compris que ça vient de la part de ces plateformes. Moi, je réponds directement. Je suis curieux de savoir comment vous avez eu mon contact. Et après, Silence Radio, ils reviennent plus, ils reviennent plus m'embêter, quoi. Voilà. Et super, merci. Bah, de rien, merci à vous. Donc, Donc, vous, oui. ouais, donc là, c'est par exemple, je vais présenter les données qu'on obtient Mhm. d'abord. Donc, on obtient un fichier zip qu'on peut après ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir déjà depuis votre téléphone. Et puis, en fait, on voit qu'il y a vraiment un gros ensemble de données qui sont obtenues, beaucoup de fichiers différents. Et on peut voir, par exemple, tous les trajets qui ont été faits par le chauffeur. C'est ce qui s'appelle le Driver Lifetime Trips. Euh, Mais une petite des parenthèses là, parce que tout le monde peut obtenir ces données. Par contre, ça ne veut pas dire que tout le monde les reçoive. C'est vraiment une méthode qu'on a mis en place et qu'il faut suivre. Certains d'entre vous l'ont fait le 31 janvier. Mais parfois, Uber essaye de juste donner un, deux, trois fichiers. Et, ici, on voit un exemple très bon des données très complètes. voilà, donc il y a même des gens dans le chat qui disent qu'ils n'ont pas tout reçu, qu'ils ont demandé leurs données, qu'ils ne les ont pas Voilà. reçues. Alors il y a vraiment une procédure à suivre, il faut être vraiment très très précis. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas se concentrer sur la procédure, mais normalement, il n'y a aucune raison pour laquelle Anis pourrait obtenir ces données et pas vous. Donc il faut vraiment respecter les procédures qu'on recommande. Et puis, à un moment donné, ça va. Et on fait même le suivi après. Si vous n'obtenez pas vos données par les procédures qu'on met en place, alors on essaye d'accompagner pour aller plus loin et se plaindre, etc. Donc, quand on obtient vraiment bien toutes ces données, on voit qu'il y a différents fichiers. Il y en a beaucoup qui sont compliqués. euh, et notamment, par exemple, un fichier qui regroupe tous les trajets que vous avez faits. Un autre fichier qui va regrouper ici, donc il y a 9 mégas ici, ça va être toutes les fois où vous êtes mis en disposition, où vous avez été en attente, où vous avez été en approche. On va visualiser ce fichier d'ici très peu. Il y a un autre fichier ici qui est vraiment le détail des connexions GPS. Alors c'est le seul fichier qui est limité dans le temps, mais ça c'est juste un mois de connexion, toutes les traces GPS que vous avez laissées. Il y a vraiment une multitude de fichiers différents. Par exemple, ici, toutes les courses qui ont été offertes et acceptées. Il y a un méga de fichiers. Ici, c'est tous les changements de statut. Donc, par exemple, à chaque fois on vous fait une offre, elle apparaît. On a la seconde précise où l'offre apparaît. Et puis, soit de vous l'accepter, soit de vous la refuser, soit de vous la laisser pourrir. Ben, on a tous ces instants-là. Le moment où vous arrivez à destination et où vous dites à Uber, ben voilà, maintenant je suis à destination. Le moment où vous marquez que le client est monté dans la voiture.
On a exactement les temps bien précis de chacune de ces étapes. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un de ces fichiers? Ben, je vais vous montrer je me perds un petit peu dans mon partage d'écran, 2 secondes. Je vais repartager un écran, donc celui-là. Voilà. Et je vais ouvrir le fichier que Anis voulait que je montre. Donc, celui-là. Voilà. Donc, vous voyez bien l'écran, Jessica? Non, là oui. Ouais. Donc, on voit là, à chaque fois que Alice était open, c'est-à-dire disponible, il est passé offline, puis il était de nouveau disponible, et puis il était en route, et puis dans un trajet avec un client. Et puis il s'est de nouveau mis disponible, puis il est repassé offline, puis disponible, puis en route, puis avec un client. Et donc, en fait, on voit qu'il y a ce triplet-là qui se passe souvent, où il passe de disponible à en route et puis avec un client, et qu'à chaque fois, il y a des informations de géolocalisation qui sont associées. Donc, il y a une latitude, il y a une longitude, et on voit toute cette transition-là. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut visualiser ces données-là sur une carte, parce qu'il y a des géolocalisations. Donc, c'est ce que je vous montre maintenant. Normalement, ce que vous voyez aussi, Jessica et Alice. Là oui, sur Kepler. Et donc là, j'utilise un logiciel qui s'appelle Kepler. Et le truc un peu magique, c'est que ce logiciel est construit par Uber et rendu disponible pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Et on construit une visualisation. Donc le but, c'est que vous compreniez ça ici. Une visualisation dynamique des courses de Alice. Donc en rouge, il y a ces courses. En jaune, il y a ces temps d'attente. Et en bleu, on le voit parfois passer. J'espère que ça passera avec le streaming. On voit aussi ces approches, les différentes approches qu'il fait. Et donc là, on a vraiment tous ces parcours, les points d'origine et les points de destination à chaque fois de chacun de ces parcours. Et on a le temps précis où ça se passe. Alors pour illustrer en parallèle, si j'arrête cette visualisation dynamique, on a aussi un ensemble de points qui sont en fait ici toute une série de restrictions qui ont été mises sur le compte de Anis dans l'utilisation de son application. Donc il y a des restrictions qui sont parce il a rejeté plusieurs fois des courses, par exemple. On ne sait pas exactement quelles sont les conséquences de ces restrictions, mais on voit qu'ici, il y a certaines restrictions qui apparaissent parce que c'est indiqué comme consecutive reject. Donc, c'est des rejets trop fréquents des différentes des courses qui lui ont été offertes. Voilà. Donc, ça, Oui, c'est un outil qui s'appelle Kepler qui permet de visualiser déjà en partie ces données-là et qui produit des belles visualisations dynamiques. Et on espère que ça contribue à bien comprendre le genre d'informations qu'il y a dans ces données. oui. Donc là, euh, pour bien voir votre travail sur l'application, en fait, les données GPS ont beaucoup de valeur. Et c'est ça aussi qui peut être visualisé sur une carte et dans un outil comme Kepler. Donc, c'est vraiment des fichiers spécifiques que vous avez reçus qui ont des GPS. Parfois, certains chauffeurs ne l'ont pas reçu. Et dans ces cas-là, il faut faire une nouvelle demande avec des données GPS. Et après, on peut visualiser dans la carte. Ces points GPS, c'est important parce que ça vous permet de calculer mieux votre temps de travail et les distances que vous avez parcourues. Donc, combien de kilomètres vous avez fait dans une journée de travail. Mais ça veut dire aussi combien de kilomètres vous avez fait, pas seulement avec un passager, un client, une cliente dans la voiture, mais aussi en train de tourner au centre ou
en allant à l'aéroport pour trouver un client ou pour avoir des propositions de l'application. Donc, ça vous permet en fait de savoir quand vous avez ouvert l'application, vous êtes connecté et vous êtes en train d'attendre un client. Vous êtes en train d'attendre des propositions et vous êtes en déplacement aussi. On voit quand vous êtes allé chercher le client, vous n'êtes pas avec le client dans la voiture et quand vous avez fini la journée de travail et combien de courses vous avez fait. Euh, Maintenant, est-ce qu'il y a des questions, des réactions avant de passer à notre outil? Je vois juste qu'il y a un chauffeur qui encourage les autres chauffeurs à lui parler en message privé pour avoir des instructions sur comment récupérer leurs données. Je Mhm, pense que ce serait vraiment mieux de passer par le groupe WhatsApp qu'on a mis en place et mhm. pour faire le suivi et tout ça. Donc, je vais Paul envoyer. Olivier, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est moi Anis. En fait, Ouais, c'est moi qui leur ai envoyé, comme ça je vais leur donner le lien pour venir sur WhatsApp et puis leur expliquer comment faire la méthode, euh, la méthode de personal data, comme ça ils ont à leur donner quoi. Mhm. ouais. Et alors, une Ok. autre question de Ram et Ram, si, et tout ça, c'est considéré au prud'homme. Donc là, je vais peut-être la prendre, celle-là. Donc, c'est compliqué, évidemment. Euh, il y a une question sur l'accès aux preuves. Donc, ce qu'on essaye de construire, en fait, hein, c'est vraiment des preuves ici. Euh, et au prud'homme, en tout cas en Suisse, vous pouvez formuler vos propres demandes de documents euh, pour affirmer, pour confirmer ce que vous affirmez. Mais, euh, mais cette analyse, elle peut être validée pour les prud'hommes. Elle peut tout à fait être validée pour les prud'hommes. Vous allez voir le résultat final qu'on a. On commence, enfin, ou le résultat qu'on a pour l'instant, on commence avec les données de Uber, on prend les données de Uber, on les analyse avec un processus qu'on peut documenter complètement euh, et qu'on peut tracer dans les deux sens en quelque sorte. On veut calculer un total d'heures, on veut calculer un total de kilomètres, mais pour chacun de ces kilomètres, on peut vous dire exactement, ah ben ça vient de ce trajet-là qui a été établi, voilà la preuve que Uber nous a donné que ce trajet avait eu lieu entre cette heure-là, ce moment-là et ce moment-là, entre ce point-là et ce point-là. Et donc, nous, on compte, on comptabilise pour ce trajet-là voilà le nombre de kilomètres qu'on comptabilise, voilà le temps qu'on comptabilise, et on comptabilise ce temps-là comme étant du temps de nuit ou du temps de jour, suivant, ou un week-end. On peut tout tracer en fait dans notre calcul. Donc, bien sûr, ils peuvent contester, presque certainement, ils contesteront, mais le truc, c'est du béton, quoi. On peut vraiment le documenter pour, à la rigueur, presque tourner leur mauvaise foi contre eux, si vous voulez. Euh, si vous ne croyez pas mes mots là-dessus, le mieux que je puisse vous dire, c'est de demander à votre avocat. C'est de demander à votre avocat ce que lui en pense. Mais jusqu'à présent, auprès de n'importe quel avocat qui a pris le temps de nous parler, et, cet avocat comprend l'utilité de ce qu'il a fait, de ce qu'on fait pour lui. Pour preuve, il y a un article en français depuis Genève où des avocats le confirment, que c'est vraiment, ça change la donne. Et si vous ne croyez pas non plus, demandez-le à des chauffeurs genevois. Oui, Voilà. et je pense qu'il faut dire que nous, on a une expertise dans l'analyse des données, mais ces données doivent être analysées de la pair avec le droit du travail, qui est spécifique à chaque pays. Oui. Et, euh, et c'est là où il faut vraiment travailler avec des avocats ou que vous soyez capable de ramener les preuves à vos avocats pour dire, voilà, vous savez déjà votre expertise sur le terrain et les données viennent comme preuve en fait pour dire voilà, tel jour j'ai travaillé là, on m'a refusé telle et telle course et, euh, et en fait cette preuve elle a beaucoup de valeur parce que c'est Uber qui vous a donné cette preuve aussi et ça c'est déjà un argument fort. Alors, C'est
ces données doivent, en principe, être fiables puisque c'est Uber qui vous les donne avec, selon vos droits d'accès aux données, quoi. Mais bon. Alors, il y a deux commentaires. Le premier de Merzak. Est-ce que dans ces données, il y a le nombre de déconnexions subies et les conversations avec les plateformes? Donc, je crois que la réponse est plutôt oui à cette question. Donc, on a par exemple des enregistrements audio des conversations avec la plateforme, on a du texte, des interactions par message avec la plateforme. Et sur les déconnexions, ben, je vous ai montré des moments d'action que Uber prend vis-à-vis du chauffeur. Mais oui, on a aussi des informations sur les déconnexions. On n'a peut-être pas exactement tout, mais on a beaucoup. Ça, c'est le premier commentaire. Et le deuxième commentaire, c'est de quelqu'un qui s'appelle Fabien, qui dit s'appeler Fabien Masson. Bonjour, je suis Fabien Masson, avocat qui a obtenu l'arrêt du 4 mars 2020. J'utilise les datas dans les dossiers Uber. Je confirme que les datas sont utiles pour la requalification. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui dit s'appeler Fabien Masson, mais je le dis sous la forme d'une blague. J'attends de voir des preuves que ce soit bien lui. Donc, Mhm. voilà. Ok. Et puis, donc, merci, Maître Masson, pour le commentaire. Et sinon, voilà, rien d'autre comme commentaire. Ok. Donc, on va continuer. Vraiment, l'idée, c'est déjà de vous montrer la valeur de ces données. Et pourquoi on est là, je le rappelle, c'est parce que Brahim a commencé à travailler avec Paul-Olivier Day depuis bien longtemps. Et c'était l'un des premiers, ou même le premier qui a demandé ces données à Paris avec Paul-Olivier. Et c'est grâce à lui qu'on est là. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est à part Kepler et de vous montrer ces fichiers, on va vous montrer un autre outil qui s'appelle DigiPower Academy. C'est un outil que nous avons construit personaldata.io avec Estia. Et il s'agit donc d'avoir une boîte à outils en ligne qui vous permet de visualiser ces données d'une manière un peu plus accessible et directe que, comme vous avez vu avec Kepler. Kepler, on va dire que ça demande peut-être un peu plus de manipulations ou des connaissances techniques pour aller plus loin. Donc, je vais partager mon écran maintenant et vous me dites si vous voyez l'écran. Olivier, tu vois l'écran? Ok. Je vois ton écran, effectivement. J'ai bien vu les messages concernant Maître Masson. Je m'assure juste que ça fonctionne. Mhm. Euh, Vas-y, Jessica, continue. Ok, merci. Donc, vous allez sur euh, votre explorateur web et vous tapez DigiPower Academy. Je récessis le nom pour que vous le voyez. Et quand vous rentrez dans ce site, c'est un espace où vous pouvez analyser vos données. Et ici, dans le menu, vous pouvez choisir quelle expérience vous voulez utiliser pour analyser vos données et ça correspond à différentes plateformes. Donc, comme on l'avait vu, vos droits sont vos droits dans toute entreprise, toute plateforme. Vous pouvez récupérer une copie de vos données sur Instagram, LinkedIn, Netflix ou autres. Et ici, on a une expérience Uber Driver ou en français, chauffeur Uber, où vous pouvez analyser vos données. Et il y a ici une case prévue pour glisser votre fichier. Donc, vous recevez un fichier zip, et ça c'est important en fait pour que ça marche, l'analyse. Vous devez téléverser le fichier zip. Ça finit comme ça, Z-I-P. Si vous l'ouvrez, si vous commencez à sortir des fichiers, etc., ça ne tourne pas. Une fois que le fichier il est téléversé, vous cliquez sur le bouton en gros play, c'est explorer vos données. Et en fait, ça va parcourir le fichier qui sont dedans et ça va prendre un fichier très important que Paul-Olivier a montré avant, c'est le fichier numéro 10 qui est offline online. C'est le fichier qui montre les moments avec des données GPS
où vous étiez connecté sur l'application. Donc, une fois que vous avez téléversé ce fichier, vous cliquez ici sur le point numéro 3, comprendre vos données. Et il faut savoir que ça prend un petit moment parce que ce sont vos données qui tournent dans l'explorateur web. On ne prend pas ces données. Ces données restent chez vous dans votre appareil local. Donc, une fois que vous fermez le site web, les données vont disparaître et sont envoyées nulle part. Ce qui se passe, c'est que Estia a développé l'expérience pour qu'elle vienne lire le fichier et faire la visualisation ici dans votre explorateur web. Et on voit donc une carte sur Paris avec des zones chaudes ou en anglais hot areas qui montrent en fait où vous étiez, où vous avez fait des courses, les moments où vous avez été connecté, vous avez pris un client ou autre. Ici, il y a un bouton qui montre la légende de qu'est-ce qu'il y a dans ces données. C'est important de l'avoir parce que parfois, on va vous montrer des informations différentes selon le fichier. Et je vais parcourir d'autres. Ici, c'est en fait chaque onglet va vous donner des informations différentes sur vos données. Mais je vais en rester ici sur la carte de Paris qui montre les localisations où vous avez travaillé, où vous étiez en train d'attendre des propositions de courses. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Olivier? Non, pas forcément. C'est juste, on construit aussi ça pour vous aider à comprendre les données qu'il y a dans tous ces fichiers et pour vous aider à réfléchir à comment ça pourrait vous être utile au prud'homme et collectivement, encore une fois. Donc, une démarche qui serait sans doute bien d'avoir, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça fait quand on commence à mettre ces données de plein de chauffeurs ensemble? Hein, vous êtes beaucoup de chauffeurs qui nous regardez là maintenant, vous êtes en général beaucoup de chauffeurs sur Paris. Ben, imaginez la vue que Uber peut avoir, la vue que vous pourriez avoir sur vos données si vous étiez des centaines, des milliers. Voilà. Oui, et ça, à différence des nombreux fichiers Excel ou autres que vous avez reçus, vous pouvez déjà avoir dans une carte des endroits précis, des moments précis, parce que c'est avec l'heure, le jour précis que chaque point est affiché. Donc, vous pouvez identifier des problèmes ou voir qu'est-ce que vous voulez analyser aussi. Parce que nous, on est l'expert en données, mais c'est vous qui vous connaissez votre travail sur le terrain. Le problème que vous avez eu avec Uber est ce que vous voulez défendre et ce que vous voulez faire après avec ces données. Voilà. Donc, vous savez, ce site-là, donc, à disposition, en accès libre, gratuit. Vous avez notre site personaldata.io qui vous donne des tutoriaux et des lettres types sur comment demander vos données. Si vous allez ici sur nos actions, je rappelle ça et après on va montrer plus les calculs qu'on peut faire. Nos actions mobilité, travail, Uber, RGPD. Vous allez trouver les lettres que vous pouvez utiliser pour demander vos Il, données. Et il à faut que chaque fois, il faut que tu le remontres, Jessica, parce que ta connexion est un peu mauvaise. OK, Et donc, il faut que tu remontres où cliquer, s'il te plaît. OK. Plus Donc, lentement. je vais sur personaldata.io, sur mon explorateur web. Et ici, je vais sur nos actions, mobilité et travail, Uber, RGPD. Donc, une fois que j'arrive sur RGPD, il faut vraiment parcourir, juste, il ne faut pas cliquer, tac, 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 mobilité et travail, Uber, RGPD. Et quand on clique dessus, on va avoir des tutoriaux qui expliquent comment faire la demande avec des pas 1, 2, 3, 4 à suivre vraiment de manière très précise.
et le formulaire Uber qu'il faut utiliser et la lettre type ici sur le point 4. C'est une lettre que vous devez copier et coller dans le formulaire Uber. Ça va direct chez le responsable à la protection des données chez Uber. Donc voilà, on vous a montré donc comment récupérer vos données, comment les visualiser sur une carte dans DigiPower Academy et aussi comment aller plus loin avec les analyses avec Kepler. Donc ici, il a vu encore une fois de toutes les courses faites à Paris avec des données très précises. Maintenant, dernier point qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est les calculs qu'on peut faire, puisque c'est une question qui se pose maintenant. OK, j'ai le fichier, quel calcul on peut faire? Et ça demande beaucoup plus de travail. Il faut le dire que les données Uber, souvent, comme vous l'avez vu, sont dans des fichiers différents. Ça veut dire qu'on doit croiser ces informations. Par exemple, dans un fichier, vous avez les données GPS. Dans un autre fichier, vous avez les kilomètres, la durée d'une course en minutes. Vous avez les paiements qui ont été faits, combien la course a coûté, la majoration, etc. Ou bien l'état dans lequel vous étiez, si vous étiez avec un client ou sans client, par exemple. Exact. Le temps d'approche, si vous étiez avec un client, sans client, etc. Et il y a aussi d'autres calculs qu'il faut faire pour lesquels Uber n'a pas donné l'information, mais c'est possible de calculer puisqu'on a d'autres informations clés. Et c'est là où le travail de Paul Olivier est très important puisqu'il a créé tout un processus en fait d'analyse et construction des pipelines en anglais, je ne sais pas comment on pourrait le dire en français, c'est un tuyau processus pour raffiner, améliorer, nettoyer ces données et qu'elles soient utilisables en fait. Parce que vous prenez ce fichier et c'est pas possible de le réutiliser directement ou de faire des calculs directement. Donc, c'est le travail que Paul Olivier a fait et ça répond notamment à combien de kilomètres j'ai fait en un jour, en une semaine, combien d'heures de nuit j'ai travaillé, etc. Et c'est la grosse expérience qu'on a eue grâce au cas qui est en cours à Genève, aux négociations entre Uber, l'État et les chauffeurs, et qui vont vous servir maintenant aussi comme exemple. Je te laisse, Paul-Olivier, le montrer. Oui, alors je vois les questions pour le site. Euh, et je vais du coup partager donc, les données de Anis. Voilà, donc le résultat de ce qu'on calcule, c'est une feuille Excel. Et donc, dans cette feuille Excel, on cherche à montrer ce qui... 2 secondes, ça ne marche plus. OK. Donc, dans cette feuille Excel, on cherche à montrer toutes les informations, comme disait Jessica, qui sont pertinentes pour évaluer le travail du chauffeur. Et, euh, et, le, et donc, du coup, la forme que ça prend, c'est un calcul qui est basé sur différentes semaines, comme par exemple ici, ou différents mois, comme par exemple ici. Donc, Attends, moi, je vois pas ton écran. tu vois pas mon écran? Non. Ah oui, oui, c'est parce que je me suis trompé dans le... euh, voilà, c'est ça qui manquait. Pardon. Mhm. Donc, et là, en fait, je ne me vois plus moi-même. OK. Donc là, on voit les différents mois.
et puis les différentes années où Anis a travaillé. Et en fait, pour chacun de ces mois et chacun de ces semaines et chacun de ces années, on a des informations supplémentaires avec une granularité, donc une précision différente pour chacun des, chaque semaine, chaque mois et tout, entre les différentes feuilles. Alors, ce qu'il y a comme information, c'est des informations sur les heures travaillées et les kilomètres parcourus dans les différents États. Sur Genève, on a vu que c'était bien d'adopter le langage P1, P2, P3. P1, c'est le moment où vous êtes en attente pour un client. P3, c'est le moment où vous êtes avec le client. Et P2, c'est le moment où vous êtes en approche. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on voit, suivant chacun des états, si vous êtes en P1 ou en P2 ou P3, donc P2, 3, c'est P2 et P3 ensemble, c'est quand vous allez chercher le client et quand vous avez le client, on décompose combien d'heures vous avez fait ce mois-là, combien de kilomètres vous avez fait ce mois-là. Maintenant, le calcul des kilomètres, il y a plusieurs manières de le faire. J'avais mentionné qu'il y avait, on avait des informations sur le point de départ et le point d'arrivée. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le point de départ et le point d'arrivée et on prend le trajet le plus court suivant, pas Google Maps, mais c'est la même chose, OpenStreetMap, si vous voulez. Donc, on recompose un trajet probable entre les deux. C'est pas le mieux, enfin, c'est pas parfait, plutôt, mais c'est le mieux qu'on arrive à faire pour l'instant avec les informations qu'on a. Si les avocats se battent pour avoir plus d'informations GPS, on sait qu'Uber les a. Uber nous dit les avoir, mais Uber nous dit que ce serait trop difficile de les fournir aux chauffeurs, qu'ils ne sauraient pas quoi en faire, que ça pourrait impacter la vie privée des passagers. Uber met plein d'excuses différentes, mais c'est votre droit d'avoir ces données GPS. Si on les avait, on pourrait tracer beaucoup plus précisément le parcours des chauffeurs. En attendant d'avoir des données GPS plus précises, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise juste l'équivalent de Google Maps, ce qu'on a appelé OSRM ici, pour retrouver la distance. Donc concrètement, par exemple, en février 2021, Anis a passé 108 heures, soit à aller chercher un client, soit à conduire avec un client. À vol d'oiseau, il a fait 1634 km. Il a fait 1634 km, mais plus réalistement, il a fait 2300 km. Ça, c'est en allant chercher ou avec un client. Maintenant, il a aussi passé du temps en attente. Il a passé 86 heures en attente. Ça, c'est des informations là. Ce que vous avez à l'écran là, c'est des informations que les avocats n'ont pas. Ils ne savent pas comment évaluer le temps d'attente vis-à-vis du temps en approche ou en course. Et ce que nous, on arrive à faire avec ces techniques, c'est qu'on arrive à vraiment retrouver beaucoup plus d'informations, beaucoup plus précises. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de variabilité d'un mois à l'autre. Ça change aussi. Le comportement d'Anis était aussi important. Est-ce qu'il travaillait plus le soir, le matin, en journée? Tout ça, ça va affecter les calculs. Et donc, on offre aussi la possibilité d'aller voir des données plus précises, comme par exemple ici, par mois. Donc, on retrouve le mois de février 2021. Donc, ignorer P0. Mais ce qu'on retrouve aussi, c'est pour les différents états, P1, P2, P3. On va les décomposer, les kilomètres faits, donc on le voit ici, c'est la distance à vol d'oiseau, mais aussi la distance plus précise calculée ou déclarée par Uber dans ce cas-ci, ou la durée de travail le dimanche, le jour de semaine, en P1, en P2, en P3, et on est beaucoup plus précis comme ça sur la distance, par exemple ici avec OpenStreetMap, dans les différents états possibles. Et on peut aussi inclure là-dedans ce que vous avez été payé pour chacun de ces mois. Et ce que vous avez été payé pour du travail en semaine, du travail de jour, le dimanche, la nuit, etc., etc. Et donc à la fin, on arrive à des décompositions comme ça, qui sont peut-être beaucoup plus claires sur la fin de la page, semaine après semaine, ou mois par après mois, suivant la page qu'on regarde, de chacune des composantes. Alors, tout ça, c'est peut-être un peu compliqué,
Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi de résumer ça dans une seule page où on a les informations les plus pertinentes au vu du droit du travail du pays où on parle. Et donc là, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas encore fait ce travail en France et où on n'a pas aidé les avocats à le faire en France. Mais c'est une évaluation à la sauce genevoise, en quelque sorte, des données de Anis, qui évidemment, lui, n'a travaillé qu'en France. Et donc, à la sauce genevoise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement en Suisse, il s'applique qu'à ces deux rangées-là. Et il y a une différence entre les deux. Donc, c'est 5 ans depuis 1er février 2023. Donc, c'est 5 ans en arrière à partir de maintenant, si vous voulez. Et on a décomposé ça en deux parce que à Genève, il y a eu une introduction du salaire minimum qui va évidemment changer la manière dont les chauffeurs vont argumenter leur cas. Donc, on est en train de faire un truc un peu bizarre qui est de regarder les données de Anis au vu de la loi genevoise. Et puis, ce qu'on voit, c'est un calcul des heures. Donc, il aurait attendu 1618 heures, euh, était en approche 150 heures et était en course 570 heures. Il aurait parcouru en attente au moins 21 000 km, en approche au moins 2 000 km et en course 15 800 km. Alors, il y a une idée de la vitesse moyenne qu'il aurait fait pour le faire. Et puis surtout, après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des données qui permettent un équivalent du salaire minimum. Donc en Suisse, le salaire minimum, il est un peu plus bas que 25 francs de l'heure. Donc pour simplifier, on met 25 ici. Et on va se baser sur les informations que vous avez vues avant pour y arriver évidemment à un montant qui est ici le montant en francs suisses lié à une durée de travail. Donc c'est l'équivalent d'un salaire si vous voulez. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle le coefficient kilométrique. Donc c'est les frais qui sont calculés sur base d'un coefficient par kilomètre. Et ça amène à aussi un montant à rembourser potentiellement pour les frais. Donc, c'est ce calcul ici. Et tout ça, c'est dynamique. C'est-à-dire que si votre avocat estime que ce n'est pas 0,7 à utiliser, mais 0,8, ben, la case ici, elle va changer aussi. Hein, donc, c'est une feuille Excel. C'est très dynamique et ça offre juste une structure au calcul. Et puis, grâce à tout ça, on arrive à des montants totaux, ce qui sont en fait ces montants, ce que Uber aurait dû payer si vous avez traité dès ce moment-là, comme dès le début de votre travail, comme des employés, suivant l'interprétation du droit du travail faite par votre avocat, basée sur nos calculs, à nous, des informations les plus pertinentes, donc les heures et les kilomètres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été hyper clair, mais Jessica, si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à rajouter quelque chose. Oui, je pense que tu as abordé tous les points importants. Et donc, ça montre bien que ça va de la pair avec le droit du travail. Mais tout ça, c'est adaptable. On peut faire ce tableau, ce calcul selon le droit du travail en France. Et pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est parce que ça demande surtout une coopération avec les acteurs locaux, avec la mobilisation des chauffeurs qui va avec la récupération des données, etc. L'un des constats qu'on a fait, c'est que Uber ne donne pas euh, les mêmes fichiers parfois dans différents pays. Et aussi, les processus pour les obtenir ne sont pas les mêmes. Et c'est grâce à l'action qu'on a fait avec Coopérative Maize, le, avec Brahim, le 31 janvier, qu'on a pu voir comment ça fonctionnait chez Uber. On a mis en place la méthode et on a pu commencer à récupérer des fichiers, enfin les chauffeurs eux-mêmes, de leurs propres moyens, parce que c'est eux qui les reçoivent après dans leur email. Et après, à vous de décider quoi faire avec. Voilà. Euh, je ne sais plus si vous m'entendez là ou pas.
Ah oui, on t'entend. Oui. Alors, il y a quelques questions quand même. Euh, donc, Maître Masson demande si c'est avec le fichier 10. Donc, le fichier 10, c'est online-offline, c'est celui qui permet de calculer le temps. C'est principalement celui-là qui permet de calculer le temps. Bien que c'est, il faut être plus, on ne peut pas juste se baser uniquement sur ça, parce qu'il y a des informations là-dedans qui sont clairement erronées. Si vous vous basiez seulement là-dessus, Uber aurait vite fait de dire que c'est beaucoup trop large, que le calcul est beaucoup trop large. Donc il faut être plus subtil dans le calcul. On utilise en partie le temps de course, on utilise les infos qu'on a kilométriques et de position pour exclure certaines périodes de temps. C'est pas parfait, on est en train d'améliorer le système. Mais online-offline, c'est vraiment le premier fichier qui permet d'approcher ce sujet, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est ce qu'on a fait là Mhm. maintenant. On a commencé avec Kepler qui permet de visualiser un peu tout ça. Euh, il y a Lagdar qui demande qu'entends-tu par le temps d'attente, le temps disponible sans client? Oui, effectivement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le P1 dans le langage propre à Uber. Enfin, le propre langage d'Uber, c'est ce qu'ils appellent le P1. C'est le temps où le chauffeur n'a pas de client, n'a pas de client qui dans la voiture et n'a même pas de client qu'il doit approcher. Euh, Et puis Fabien Masson encore dit en France, l'administration fiscale fixe un barème fiscal en fonction du kilométrage et des CV, donc des chevaux du véhicule, la puissance du véhicule. Donc oui, c'est un autre élément qu'on peut prendre en compte. On peut imaginer que ben, ce 0,7 là ben, soit lui-même dépendant d'autres facteurs, d'une autre feuille, d'une autre partie de la feuille qui lui inclurait le, le, serait les chevaux fiscaux. Il y a une question qui a été posée avant, mais on n'avait pas répondu. Est-ce qu'on peut voir dans nos données si Uber a vendu nos données à des tiers? Euh, alors, en théorie, s'ils l'ont fait, vous avez le droit de demander à qui ils l'ont vendu. Euh, mais je pense que la bonne réponse à apporter, c'est qu'on n'a pas vu de preuve de ça. En tout cas, Mhm. pas par des demandes d'accès. Mhm. Ce qu'on peut faire, c'est établir le genre de système qu'ils utilisent, essayer de comprendre les conséquences, mais je ne crois pas qu'ils aient fait une vente directe des données de chauffeurs individuels. Ils vendent des données, mais c'est des données agrégées. C'est des données du style quel est le temps que ça met pour aller en moyenne d'un point A à un point B. Mais une partie de ce qu'on essaye de faire, c'est de vous expliquer que ben, ces données-là, elles sont sous votre contrôle aussi, et on peut très bien imaginer que des chauffeurs se mettent ensemble pour développer des outils basés sur les données comparables. Sachant que vous avez accès à plus de données en fait que Uber, parce que vous vous retrouvez à utiliser deux, trois, quatre applications en parallèle, des applications pour faire des courses, évidemment, vous travaillez sur différentes plateformes en même temps, mais aussi une application comme Waze que vous utilisez pour tracer vos courses aussi. Oui. Alors, Et vas-y, question vas-y. aussi, ouais, en France, les juges se posent la question si le temps d'attente est du temps de travail, même combat à Genève, euh, et ce qui a été validé, non? Alors, non, c'est trop simple. C'est juste que, oui, c'est encore une question. Alors, la problématique est différente, est un peu différente sur Genève et sur. Merci Jessica de, de désactiver ta vidéo. C'est un peu plus facile dans un sens sur Genève parce que, il n'y avait qu'une plateforme qui était dominante pendant très longtemps. Maintenant, on peut tout à fait imaginer construire des règles pour réallouer le temps d'attente à différentes plateformes, par exemple, pour pas complètement abandonner ce P1, ce temps d'attente, comme du temps de travail. On peut tout à fait dire calculer le temps d'attente total et puis ou décomposer les périodes d'attente entre différentes plateformes pour un chauffeur donné et dire ben voilà,
au moment où il attendait que sur une plateforme, il était en train de travailler pour cette plateforme. Et quand il travaillait sur plusieurs plateformes en même temps, ben, on va réallouer ce temps d'attente multiple en fonction du chiffre d'affaires. Hein, donc, si quelqu'un, pour simplifier, si quelqu'un attend à la fois sur Hitch et sur Uber, mais fait 2 tiers de son chiffre d'affaires sur Uber, ben, le temps d'attente doit être rémunéré aux 2 tiers par Uber et 1 tiers par Hitch. Donc, ce qu'on espère amener, c'est enlever le flou qui existe maintenant entre les juges et les avocats des chauffeurs et amener des preuves et ouvrir le champ de l'imaginaire possible des avocats pour argumenter face aux juges. J'espère que j'ai été clair, mais on essaye d'amener plus de preuves dans les mains des avocats, en fait. Euh, Est-ce que je rebondis sur ça, puisque c'est toi qui étais au front de la lutte à Genève avec les chauffeurs genevois. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques erreurs à ne pas commettre en France, à Paris, contre Uber, qui est, enfin, aujourd'hui, ils sont en train de vivre un peu des situations similaires. C'est une bonne question. Le, je crois que l'erreur à ne pas faire, c'est les prud'hommes, c'est une démarche individuelle. Et, et à partir du moment où on est face à une démarche individuelle, c'est presque déjà perdu face à Uber. Donc, tout l'effort à faire, c'est vraiment s'entraider et même aller voir des avocats en groupe, aller avancer dans une démarche commune, et notamment de mise en commun de certaines données de manière stratégique pour, par exemple, construire un argumentaire, un argument commun. Dire non, mon comportement était tout à fait normal, était tout à fait le même que les autres chauffeurs. J'ai passé beaucoup de temps en attente, mais c'est ce que tous les chauffeurs font. Ils sont bien obligés. Donc, c'est vraiment continuer dans cette démarche collective, de documentation pour augmenter l'argument au prud'homme, si c'est ça le but. Mais comme Jessica l'a dit au début, les prud'hommes, ça prend beaucoup de temps et il faut voir plus dans l'immédiat, plus qu'est-ce qu'on peut faire autour de cette démarche déjà dès demain dans le cadre de votre travail. Et peut-être pour enchaîner avec une question de Maître Masson, est-ce qu'il est possible à partir des données Uber de comprendre le fonctionnement de l'algorithme Uber? Alors, je soutiens que oui. Je soutiens qu'on a assez de données dans ce qu'on a déjà, dans ce qu'on obtient déjà. On a déjà obtenu assez sur Genève. Il y a 50 chauffeurs qui ont obtenu leurs données. On dit qu'il y a 1000 chauffeurs sur Genève. Donc voilà, c'est quand même une proportion pas tout à fait négligeable. Ben, on a suffisamment d'infos pour avoir des moments où il y a plusieurs de ces 50 chauffeurs qui sont en train de tourner. Ils sont un peu répartis dans la ville. Et puis, on peut comprendre comment le dispatch se fait à certains chauffeurs et pas à d'autres. On voit dans les données qu'il y a des périodes vraiment creuses pour certains chauffeurs sans aucune raison. Ben, on peut commencer à évaluer tout ça. Un autre élément, c'est les prix payés par les clients et l'argent qui est reçu par les chauffeurs. On a beaucoup de cette race-là. Et je sais que c'est tout un autre argumentaire que les prud'hommes. C'est du droit de la consommation, des choses comme ça, que de vraiment comprendre comment les prix ont été établis. Alors sur Genève, c'est moins un problème. On voit que les prix sont assez bien eurokilométriques. Mais sur Paris, ça l'est beaucoup plus. Parce que les prix, ils sont loin d'être juste des prix à l'heure et des prix au kilomètre. C'est beaucoup plus compliqué avec les algorithmes de prix dynamiques. Et donc, notamment, enfin, on peut déjà comprendre beaucoup de choses. Et on peut aussi comprendre, si on impliquait plus les passagers dans une démarche semblable, on pourrait vraiment comprendre Uber à partir des deux côtés de la place de marché que Uber est en fait, du côté consommateur et du côté client. Peut-être que ça paraît fou, mais ma société Estia a aussi développé des outils dont vous avez peut-être entendu parler pour UFC Que Choisir, des outils semblables à ceux que Jessica a présentés, euh, pour aider les consommateurs dans ce cas-là. Et donc, sur le site je ne suis pas une data.fr, donc je ne suis pas une data.fr,
ou plutôt en fait respectemesdata.fr, ben, il y a un onglet qui aide le consommateur, le client Uber, à récupérer ces données et à les comprendre. Donc, si on fait ça des deux côtés, on peut vraiment arriver avec une collecte massive de données qui peut aider à comprendre l'algorithme. Et c'est pas du tout fou, Olivier, parce que les clients, en fait, sont très solidaires avec les chauffeurs. Et quand ils sont en confrontation, les chauffeurs expliquent très bien qu'en fait, les prix sont fixés par Uber. Et quand les clients sont énervés et qu'ils mettent une mauvaise note au chauffeur, en fait, c'est de la faute de Uber qui a fixé ce prix. En tout cas, les chauffeurs, il peut rien. Donc, en fait, ça serait une bonne idée de projet commun de mettre ensemble les chauffeurs avec leur clientèle et qu'en fait, ensemble, on analyse leurs données. Voilà, donc on peut tout à fait, il y a des questions qui vont dans le même sens. Est-ce que les clients peuvent faire une demande de leurs données? Oui, ils peuvent tout Oui. à fait le faire. Et vous pourriez les encourager à le faire aussi. Vous pourriez avoir une plaquette dans votre voiture qui dit demandez vos données à Uber. Après, pour en faire quoi, ça c'est une autre question. Mais la première chose qu'ils pourraient faire, c'est aller sur le site DigiPower Academy que Jessica vous a montré pour aller voir leurs données de clients. Mais ils peuvent aussi aller sur le site de l'UFC Que Choisir pour voir leurs données de clients aussi. Vous voyez, donc tout ce genre de choses. Il y a un autre commentaire de Ibtissem qui dit il m'est arrivé d'emmener un client et le prix payé par le client était très supérieur au mien. Mais ça, on en voit les traces. On en voit les traces dans un des fichiers. On voit donc, dans le fichier qui s'appelle Lifetime Trips. Je n'ai pas le numéro en tête, mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle Upfront Pricing, où on voit la différence en fait entre le prix annoncé au client et le prix eurokilométrique et le prix fourni, enfin la base du calcul pour le revenu du chauffeur. Ça, on le voit dans les traces numériques qui sont rendues au chauffeur. Et puis, quand on commence à creuser, donc j'espère que Maître Masson fait toujours attention, parce que quand on commence à creuser dans qu'est-ce que c'est que ce upfront pricing, comment ça marche, ben, il y a pas mal de documentation, enfin, il y en a suffisamment, qui expliquent qu'en fait, la manière de mettre un prix sur une course, ça va dépendre de plein de facteurs. Euh, Par exemple, une course qui vous envoie loin de Paris, ben, ils savent très bien que quand vous regarderez la course, vous vous direz, ah, mais ça, je suis loin de Paris, et du coup, je vais devoir revenir, ça va me coûter de l'argent et tout ça. Donc, ils vont mettre un prix plus élevé que pour une course qui, au contraire, va vous ramener dans le centre. Ou une autre manière de le dire, c'est qu'ils vont abaisser le prix d'une course qui va dans le sens où vous voulez, qui va aller dans le centre. Parce qu'ils savent très bien que vous allez vous dire, bon, elle n'est pas payée cher cette course, mais je vais sans doute avoir une course peu de temps après. Donc ça, c'est très important parce que, on ne sait pas à quel point ils différencient entre les chauffeurs, à quel point des éléments individuels rentrent en compte dans cette prédiction de votre probabilité d'avoir une course après. Ça, c'est une chose. Et deux, à la différence de ce que je vous ai montré, qui décomposait votre compensation en P1, P2, P3 séparément, ces mécanismes de upfront pricing, ça montre qu'en fait, tout est lié. Que vous ne pouvez pas juste considérer que le travail, c'est du P2 et du P3 et puis il n'y a rien d'autre. Parce qu'en fait, le travail qu'on vous donne va être en partie déterminé par l'attente que vous faites et où vous attendez. Et donc ça, c'est très important parce que si votre avocat se retrouve face à Uber et que Uber dit ah mais non, ça c'est du temps d'attente, c'est pas du travail, ben votre avocat aurait une manière de remettre le débat sur le fait que non, tout est lié et le tout est du travail. Maintenant, il faut décider de comment compenser chaque partie, mais le tout est du travail. Donc j'espère que j'ai été clair là-dessus. Oui. Il y a une autre question. Et juste pour Vas-y, dire, vas-y. le fichier, c'est le numéro 2. Le fichier Merci. dont tu Merci parlais, c'est le beaucoup. numéro 2. Après, j'ai aussi une question et Anis veut prendre la parole, mais réponds à la question si tu veux. Anis? Oui, juste pour Olivier, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, petit Sam, là, sur la double facturation. Et d'ailleurs, il y a une enquête en cours, je pense que c'était déclenché par Ibrahim.
Moi, personnellement, petit Sam, je te le dis, moi, sur mon bilan comptable, pour, pour, pour te dire, l'expert comptable, lui, il a bien fait sur le travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les factures qui étaient éditées aux clients au nom de ma société par Uber. Il a tout pris, il les a calculées une par une. Et il a trouvé un écart de 685 euros et quelques centimes. Et ça, on revient sur la double facturation. C'est ça que j'ai compris avec ce qu'il a dit, Ibrahim, dans ses lives. C'est qu'en fait, sur le bon de commande, et moi je fais l'expérience toutes les courses, je regarde, il y a toujours un écart de 20 centimes, de 1 euro, de 5 euros. J'en ai vu le max. Moi, personnellement, j'ai vu 15 euros un écart. Pour te dire, ça, j'en ai parlé avec Jessica et Paul Olivier. Si on fait par rapport au prix, ça évitera à l'expert comptable de calculer toutes les factures. C'est un sacré travail, c'est des milliers de factures à l'année. Et ça prouve la double facturation, la tromperie commerciale. Voilà, j'ai voulu rebondir sur ça. Et puis les données, facilitera largement le travail de l'expert comptable, même pour toi-même. Et tu les attaques sur la double facturation. Voilà, mais c'est ça en fait, les données, c'est tellement vaste, on peut voir le temps de travail, le kilomètre parcouru comme il a montré pour l'Olivier, mais aussi ça va te rentrer dans d'autres problématiques que nous, les chauffeurs, on rencontre. C'est par exemple tout simplement la double facturation, l'écart des prix. Et tous les chauffeurs, moi je suis sûr, tous les chauffeurs, si vous avez le temps, prenez toutes les factures de votre espace chauffeur et calculez toutes les factures une par une et vous faites la comparaison avec le relevé fiscal que Uber il donne sur l'année ou par mois et vous allez voir toujours des différences. Il y en a toujours des différences. Voilà. Cool, merci. Euh, Avant que tu te lances dans ça, Paul-Olivier, je voulais juste dire que on a encore des analyses à vous montrer, mais il y avait une question, quelqu'un qui a été bloqué ou déconnecté, est-ce qu'il demande s'il peut faire quelque chose? Oui, tu peux faire quelque chose. On a déjà aidé d'autres chauffeurs à Genève à débloquer leur compte ou d'au moins à récupérer leurs données. Donc, tu peux nous écrire, vous pouvez nous écrire et on vous donne la lettre type à envoyer au responsable de la protection des données. Ou voilà. Est-ce qu'il y a, on peut mettre notre contact? Je mets ton adresse email. Ok, merci. Vas-y. Oui, donc pour un peu rebondir sur ce que Anis disait, donc là, on a en fait une analyse comparative de différentes manières de, de calculer les kilomètres. Et je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais l'élément important, c'est qu'en fait, on se rend compte que vers août 2021, il y a eu un problème dans la base de données Uber qui fait que les, il y a une grosse différence entre deux méthodes de calcul. Et ça a l'air assez présent pour plusieurs chauffeurs. Donc, chaque graphique, c'est une comparaison entre deux méthodes de calcul, mois par mois, pour un chauffeur, des kilomètres qu'il a parcourus. Donc, on voit que sur cet axe-ci, qui est août 2021, il y a une différence pour beaucoup de chauffeurs. Et en fait, cette différence est aussi présente sur Paris. Et donc, les relevés fiscaux, en fait, sont pas exacts par rapport à ce que nous, on parvient à calculer comme distance par nos méthodes. C'est juste un exemple pour rebondir sur ce que Anis disait. Euh, alors, il y a encore d'autres questions euh, qui seraient bien de prendre. Donc, il y a Yasser Aslam, qui est un chauffeur à qui tous les chauffeurs doivent beaucoup, parce que c'est le premier chauffeur qui a obtenu un jugement contre Uber.
en Angleterre. On l'a aussi, je crois que je l'avais aussi aidé à obtenir ces données, qui demande si on va faire une session en anglais. Et donc, oui, on va faire une session en anglais, Yacine. So, Yacine, yes, we will have a session in English. We'll figure out when to do it and we'll announce it through you as well. Est-ce que tu vois d'autres questions, Jessica? Oui, juste, je voulais aussi poser une question. Après, je pense que vous pouvez finir le live dans quelques minutes, s'il n'y a pas d'autres questions. Euh, Qu'est-ce qu'un chauffeur peut faire avec ces données? Comment on peut l'utiliser pour des nouveaux cas d'innovation? Euh, Uber a été très à la pointe dans la technologie. Est-ce que nous, les chauffeurs, les clients ensemble de plusieurs plateformes, on peut faire aussi d'autres choses avec ces données? Une question pour moi? Oui, pour toi. Euh, J'ai des idées, mais je te laisse. non, alors il y a beaucoup de chauffeurs et c'est aussi un des buts de la coopérative, si j'ai bien compris, qui veulent construire leur propre application. Donc ça, c'est une chose que beaucoup essayent de faire et dans un sens, c'est bien, mais dans un autre, faut se rendre compte de la compétition qui est en face. Euh, Moi, je crois que les données peuvent les aider à étudier mieux le marché. Ils connaissent déjà le marché jusqu'à un certain point, mais ils peuvent le comprendre mieux pour identifier des niches où il y a peut-être plus d'opportunités. Ils peuvent notamment comprendre quels sont les besoins de taille pour offrir des alternatives qui soient vraiment compétitives face aux géants qu'il y a. Et puis aussi, ils peuvent se diversifier. Donc, ces données, elles peuvent servir dans d'autres secteurs que juste transporter des personnes. Et ça devient une ressource pour se diversifier aussi. Pas individuellement, mais encore une fois, collectivement. Voilà. Oui, Jessica? oui, c'est exactement ça que Uber n'a pas, cette force collective que vous pouvez avoir, que vous l'avez déjà, mais qu'elle peut être encore plus forte si vous êtes ensemble avec d'autres villes, avec des travailleurs d'autres plateformes. Et je pense que comme ça, je reviens aussi sur un problème qu'il y avait à Genève et qu'il y en a encore, c'est qu'il y a beaucoup de divisions entre les personnes qui sont syndiquées, qui ne sont pas syndiquées, qui sont dans des différents syndicats, euh, qui sont, qui se Les veulent différents avocats. sur différents avocats, qui se veulent entrepreneurs ou non. En fait, les gens restent en compétition. Et en compétition malsaine, en fait, ils ne trouvent pas des solutions ensemble. Ou il peut y avoir différents modèles économiques, différentes applications, différentes solutions, différentes technologies qui vont aller dans les marchés ensemble. Où chacun pourrait avoir une partie du marché, ou peuvent se diversifier sur le type de service spécifique à offrir. Et aussi, ensemble, vous pouvez donc avoir une meilleure vue sur le marché, mais sur le trafic, le flux des voitures dans la ville, dans la disponibilité dans l'espace public, dans les places de parking, tout un tas de choses, en fait, et tout ça qui a beaucoup de valeur pour les autorités publiques, pour l'État. Et l'État aussi cherche ces propositions, en fait, pour les financer. Donc voilà, c'était pour dire il y a l'action légale euh, et il y a aussi l'innovation avec les données. Et voilà, et nous, on est là pour ça, pour récupérer les données, pour vous aider à trouver les bonnes méthodes, les bonnes manières, les bons arguments pour le faire, les outils donc que développe Estia et qu'on met à disposition avec notre projet DigiPower Academy. Mais la force collective, c'est vous, c'est la coopérative Maze, c'est Brahim et vous tous ensemble avec vos syndicats et vos avocats. Donc, on veut aller plus loin. On veut vraiment construire des nouvelles choses. On ne va pas s'arrêter à des calculs. Et ça, c'est important à le dire. Ouais. Voilà.
Je pense que c'est temps de conclure, Jessica. Merci de votre attention de mon côté. Je te laisse le mot de la fin, Jessica, et puis je clôture le streaming. Oui, super. Merci d'être là, d'être venu, de rester tout le long avec des questions. Merci à Anis encore une fois de te rendre disponible, de donner l'exemple avec tes données, ce qu'on peut faire, et d'être disponible aussi pour soutenir les camarades. Donc, on va continuer. La suite, c'est avec Anis, Brahim, la coopérative Maze et vos syndicats et vos avocats qui peuvent nous contacter aussi. Voilà. Et si vous voulez aider encore plus, une possibilité, c'est de comprendre comment vous pouvez récupérer les données, vos données, et comment vous pouvez aider d'autres chauffeurs à récupérer leurs données. C'est vraiment, ça aurait vraiment un effet démultiplicateur sur ce qu'on est en train de faire. Donc, tous les chauffeurs ne sont pas à Paris, évidemment, mais si vous êtes à Bordeaux, si vous êtes dans le sud, si vous êtes à Lyon, ben, si vous savez compris comment faire pour demander vos données, vous pouvez aider d'autres chauffeurs à le faire aussi. C'est le début d'une démarche collective. Oui, et pour ça, on va mettre à disposition les lettres pour d'autres plateformes aussi sur notre site personaldata.io, puisque l'un des commentaires, c'était ça, comment on fait la demande pour d'autres plateformes. Voilà. Donc voilà, à tout bientôt et merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Anis. Est-ce que je peux prendre Bien le mot sûr. de la... Oui, Voilà, donc moi, honnêtement, je m'adresse à vous, les collègues. Faut pas négliger. C'est vraiment comme ils l'ont précisé déjà auparavant, Brahim, Paul-Olivier, Jessica, que on doit être une prise de conscience, on comprend l'importance de nos données, qu'on s'entraide et que tous on fait l'effet de boule de neige. Il faut qu'on en parle avec tous les collègues, parce qu'il y en a plein, moi j'en parle avec plein pendant des pauses qui savent même pas c'est quoi les données, c'est quoi l'utilité. Il y en a plein aussi qui en ont peur aussi. Est-ce qu'on va demander les données de Uber? Est-ce que Uber il va nous bloquer notre compte? Est-ce que si on les attaque en prud'homme, est-ce qu'ils vont bloquer nos comptes? Honnêtement, moi j'ai vu dans les manifs avec Brahim Ben Ali, il y avait plein de collègues dans la dernière manif qui était dans le 7e arrondissement là. Et il y en a plein de collègues, ils ont attaqué Uber en prud'homme, ils ont pris la parole. Ils ont dit plutôt ça les protège. Ça fait un effet inverse. Ça les protège, même je pense Maître Masson il peut le confirmer. Et en plus, au-delà que les protège des déconnexions, ça leur donne plus de courses. Parce que Uber là, ils ont peur, vu l'ampleur là maintenant des flux, des chauffeurs qui les attaquent en prud'homme. Donc là, ils font attention à tout ça. Donc honnêtement, les collègues, c'est une protection pour vous. N'hésitez pas à collecter vos données, n'hésitez pas, comme il a dit Paul Olivier, à entraider les collègues, une prise de conscience générale et ça protège nos données parce que après là, ils ont attaqué au marché de VTC, vous voyez, maintenant ils ont tué le marché. Là, ils attaquent au taxi et après, c'est quoi? C'est les voitures autonomes sans chauffeur, c'est ça leur objectif. Et nous, on a contribué, je pense même Paul Olivier, en tant que maîtrise les data, on a contribué avec nos données là à alimenter leur algorithme pour fiabiliser leur voiture sans chauffeur. Donc, il faut se mobiliser, il faut défendre son gagne-pain. Voilà. Voilà, tout le monde qui s'implique. Voilà, allez, au revoir tout le monde. Merci. Merci, merci. merci, au revoir. Et